Chers amis, bonjour et bienvenue sur ABC. Voici une nouvelle émission où il est question de nos enfants. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Ces enfants si équilibrés, sereins, avisés, gentils, prévoyants, altruistes, vertueux, raisonnés, pacifiques, bons, modestes, réfléchis, tranquilles, sûrs, savants. N'en jetez plus. Alors vous allez me dire, mais qui sont ces enfants? Est-ce que ça existe dans la vraie vie? Oui, sans doute. En tout cas, en tant que parent, il est peut-être bon d'y travailler avec un outil qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Comme le dit mon invité d'aujourd'hui, là où l'intelligence spirituelle se cultive, la spiritualité, elle, s'éduque. Ça, c'est très intéressant. On va en parler avec lui, un sujet particulièrement touchant, lorsqu'il s'agit évidemment de parler de nos enfants et de nous également. Cette ouverture spirituelle, elle est aussi faite pour les parents, avec un ouvrage qu'il vient de publier chez Le Duc, l'intelligence spirituelle tout simplement de votre enfant, la révéler et la développer. Comment faire? C'est un pédopsychiatre qui s'installe sur les canapés d'ABC, c'est le docteur Stéphane Clerget qui est avec nous tout de suite. Voilà, nous sommes installés. Et alors, Aurélie, qui réalise l'émission, me dit « Oh, tu n'as pas mis ton petit bonhomme fétiche !» Voilà, je le mets ici. Il est toujours là, ce petit bonhomme. Et vous savez qu'il y a même des gens aujourd'hui, quand je ne le mets pas, qui me font des remarques en disant « Mais comment avez-vous pu faire l'émission sans ce petit bonhomme ?» Il est là. Bonjour, docteur Stéphane Clerget. Bonjour Marc. Je suis très très content que vous soyez là. Docteur Stéphane. Comme vous voulez. Allez, ça me ferait plaisir. Allez. Voilà, je suis ravi de vous accueillir. Voici l'ouvrage de Stéphane Clerget, l'intelligence spirituelle de votre enfant, la révéler, la développer. Pédopsychiatre français, on vous a vu évidemment sur bon nombre de médias, sur bon nombre de plateaux. La première chose que je me suis dit en recevant votre livre, je me suis dit, docteur, spiritualité, enfant, waouh, c'est un trio qui est pas très courant. Je ne sais pas. En tout cas, je suis médecin et je le revendique. Et pour autant, la spiritualité, en tout cas l'intelligence spirituelle, a toute sa place dans le développement de l'enfant, dans son épanouissement personnel, dans son équilibre, dans sa santé mentale et dans sa santé physique. Donc, je pense que ça se marie bien. Est-ce qu'on aurait pu écrire ce livre il y a 10 ans en arrière? Moi, Est-ce qu'un non. médecin aurait pu écrire ce livre? Je ne sais pas. En tout cas, moi, non, parce que je n'étais pas assez au fait de l'importance de l'intelligence spirituelle. Après, il y a 10 ans, je ne sais pas, vous savez, il y a 10 ans, on était très dans l'intelligence émotionnelle. C'était déjà pas mal, c'était quelque chose d'important, mais ça occupait un peu tout le terrain de la réflexion. Et maintenant qu'on a bien compris qu'il y a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence émotionnelle, place peut-être aujourd'hui à l'intelligence spirituelle qui cohabitent très bien avec les deux autres, hein, et ils peuvent très bien s'entendre, elles peuvent très bien s'entendre toutes les trois. Alors oui, vous parliez effectivement de l'intelligence émotionnelle, rationnelle, intellectuelle. Est-ce que la quatrième, c'est l'intelligence spirituelle? Euh, Ou l'intelligence spirituelle regroupe les trois dont je viens de parler? ah non, je crois qu'elle est bien à part. Elle est Elles bien ont à part? toutes un peu des points communs entre elles, on pourra le voir éventuellement. Oui. Mais non, elle est bien à part, mais c'est vrai qu'elle est méconnue, elle est moins utilisée aujourd'hui, elle est moins exploitée. Peut-être qu'elle a pu l'être, en revanche, il y a 50, 100 ans. Il y a 50, 100 ans, on aurait pu en parler si le terme existait. Alors, Mais on n'en parlait même pas, la spiritualité, elle était là avec nous, elle était évidente. ça veut dire que vous avez cheminé Ah oui, pour écrire ce livre? oui, oui. Alors après, c'est toujours mystérieux, les livres, on ne sait jamais quand l'envie nous en prend et on est un peu guidé, quoi. C'est quelqu'un qui écrit derrière nous. Et moi, c'est un peu comme votre chaîne, elle est née avec le Covid, avec le confinement. Parce que j'ai vu à quel point, à l'occasion du confinement, moi j'ai continué de consulter d'abord parce que j'avais le droit en tant que médecin et ça me Ouais. permettait de sortir, je ne pouvais pas rester Et enfermé chez vous moi. avez eu du travail, j'imagine? Oui, et donc les gens sont venus et j'ai vu à ce moment-là à quel point les gens ont pris appui sur l'intelligence spirituelle pour supporter cette situation complètement dingue. Et on l'a vu, il y a plein de gens après le confinement qui ont décidé qui sont questionnés sur le sens de leur vie, sur pourquoi ils acceptaient une vie pareille, qu'on trouvait un autre lieu, qu'on changeait de métier. Bref, il y a eu une explosion de l'intelligence spirituelle des gens
mais qui leur a permis de tenir. C'est-à-dire que ça a sauvé les gens. Et là, j'ai réalisé combien finalement l'intelligence spirituelle avait de toute façon une place chez l'enfant, ne serait-ce qu'à travers les fameux pourquoi du jeune enfant. Vous savez, ils en posent 75 par jour, hein, c'est une étude qui l'a montré, ou par minute peut-être. Et c'est quelque chose de très important. C'est à ce moment-là que ça se développe, toute l'intelligence métaphysique. La métaphysique, c'est au-delà de la physique, c'est la philosophie, c'est l'origine des choses, le sens de la vie, pourquoi on est là, pourquoi on apprend, pourquoi on va à l'école. Tout ça, c'est très important pour l'épanouissement de l'enfant, mais aussi sa réussite. Je tiens à insister sur le fait que développer l'intelligence spirituelle d'un enfant, c'est pas en contradiction avec le scolaire. Au contraire, un enfant qui sait pourquoi il apprend, qui sait pourquoi il travaille, qui a du recul sur sa vie, du recul sur les choses, va beaucoup mieux réussir à l'école. Oui, et vous dites d'ailleurs qu'il ne faut pas que ce soit une méthodologie supplémentaire qui vient s'ajouter à des cours du soir, enfin les devoirs du soir de l'école imposés, etc. Parce que ça peut évidemment vite devenir rébarbatif et donc contre-productif pour le coup. Oui, c'est vrai que ça ne s'apprend pas comme les mathématiques. Ça s'apprend un peu au quotidien parce qu'on va apprendre à son enfant à regarder, on va lui lire des poèmes, on va l'amener dans la nature. C'est comme ça que l'intelligence spirituelle se développe. Ce n'est pas effectivement par un enseignement brut que l'enfant va pouvoir la développer. Ça, c'est intéressant, l'enseignement brut, mais ce n'est pas ça le développement de l'intelligence spirituelle. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, parce que vous donnez des clés, hein, il y a toute une partie, notamment la troisième partie, que vous appelez conseils pratiques et exercices, où là, évidemment, il y a des mises en pratique, parce que quand on est parent et qu'on reçoit un livre comme ça, ou qu'on entend parler d'un livre comme ça, il y a une petite forme de culpabilité qui pourrait arriver aussi en se disant oh, mais je ne sais pas de quelle manière je peux ouvrir cet esprit spirituel et le suggérer, pas l'imposer, mais le suggérer à mon enfant. On peut comprendre qu'un parent soit dans le doute comme ça. Oui, après, il y a des parents qui développent l'intelligence spirituelle de leur enfant sans le savoir, un peu comme Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Donc, ils vont réaliser à quel point ils ont déjà un peu commencé ce travail. Vous parlez de culpabilité, encore une fois, je crois que les parents pensent que ça ne va pas être utile pour leur enfant. Il y a une telle pression aujourd'hui sociale sur la réussite sociale, professionnelle, qui se disent non, c'est pas ça que je dois développer. Il faut absolument que je apprenne l'anglais, que je apprenne à utiliser un ordinateur. Pourquoi pas, c'est très bien. Mais il faut qu'ils réalisent que ça va encore une fois rendre leurs enfants plus forts, plus posés, plus équilibrés. Il y a beaucoup de problèmes d'hyperactifs avec déficit de l'attention aujourd'hui. Et du coup, on donne des médicaments aux enfants qui sont des dérivés des amphétamines, hein, donc c'est quand même pas rien. Alors que développer l'intelligence spirituelle, ça aide l'enfant aussi à se poser et ça fait partie des techniques de soins de l'hyperactivité et du déficit attentionnel des enfants. Alors docteur, quelle définition donnez-vous à cette intelligence spirituelle? Parce que intelligence spirituelle, certaines personnes pourraient s'imaginer qu'il y a une connotation religieuse, et vous le précisez bien, ça n'a rien à voir, même si vous parlez de prière aussi parfois dans le livre. Oui, parce que la prière, ce n'est pas que la religion. Mais la religion, c'est quelque chose qui permet de s'unir. On croit par exemple en un Dieu commun, il y a des rituels, c'est ce qui permet de faire communion. C'est le cadre au sein duquel la spiritualité peut se développer, ou non d'ailleurs. Malheureusement, il y a des gens qui sont religieux, bon c'est bien, ils appliquent les préceptes, mais ils n'ont pas cette spiritualité, ils ne peuvent pas voir au-delà d'eux-mêmes. C'est dommage pour eux, mais enfin bon, chacun ses compétences. Et puis, il y a des gens qui sont très spirituels et qui n'ont pas de croyances religieuses. Ça ne s'inscrit pas dans un cadre. Ils pressentent des choses, ils pressentent l'esprit de la nature, ils pressentent parfois des présences extérieures, mais ils ne s'inscrivent pas dans une religion. Donc, c'est des choses différentes. Mais c'est vrai que souvent, on croit à l'intelligence spirituelle, oui, ça y est, il va nous engager dans une croyance religieuse. Non, on peut être religieux et spirituel ou pas, et on peut être spirituel sans faire partie d'une religion quelconque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'intelligence spirituelle, c'est présent dans la théologie, mais c'est présent aussi dans la philosophie, dans la poésie, et même au quotidien, dans les relations au quotidien, parce que ça permet aussi le développement de l'empathie. C'est ce qui permet aussi à l'enfant de ne pas être auto-centré, c'est de percevoir qu'il y a quelque chose au-dessus de lui dont il fait partie, donc ça le rassure. Il n'est pas angoissé parce qu'il est dans un contenant qui est l'univers ou qui est Dieu
pour les croyants. Et du coup, ça développe aussi l'empathie, la relation à l'autre. Et les enfants qui ont une bonne intelligence spirituelle, ils sont très prosociaux. Ils ne sont pas isolés tout seuls dans leur coin. Ce pas des ermites. Bon, ils peuvent l'être hein, s'ils veulent. Mais c'est quelque chose qui ouvre aussi aux autres. Mais ça veut dire que les parents doivent l'être avant de vouloir l'inculquer à leurs enfants, ou tout du moins le dévoiler auprès de leurs enfants. Oui, c'est pour ça, c'est un livre pour les enfants, mais en fait, en cachette, c'est un livre pour les parents. Parce que l'éducation des enfants, c'est 50% d'imitation. Je veux dire, si on veut que son gamin lise, il faut lire. Enfin, il y a des gamins qui lisent dont les parents ne lisent pas. Mais quand on lit, on a quand même plus de chances que le gamin lit. Et quand on développe son intelligence spirituelle, eh bien, l'enfant va nous imiter et va la développer aussi. Donc oui, bien sûr que... Alors, en introduction, j'ai dit cette phrase que j'adore, qui est dans votre livre, là où l'intelligence spirituelle se cultive, la spiritualité, elle, s'éduque. Il y a une petite différence entre cette intelligence spirituelle et la spiritualité. Hein. Oui, parce que nos enfants, on les éduque, mais on les éduque en étant un modèle pour eux, on les éduque en leur donnant accès aux choses. Par exemple, dans l'intelligence spirituelle, c'est aussi l'ouverture à des notions très abstraites comme la beauté, l'amour, mais aussi évidemment la vie, la mort, ce qu'il y a entre les deux. Et ça, c'est difficile à éduquer. Donc c'est par des échanges un peu comme ça, spontanés, à l'occasion des questions de l'enfant, quelque chose de très simple. En venant ici, je suis venu à pied de la station de métro et il y avait devant moi une nounou qui promenait c'était pas son enfant d'ailleurs, elle promenait un enfant, la nounou, dans une poussette. L'enfant devait avoir 18 mois. Et elle était là, elle parlait tout haut et l'enfant entendait. Elle disait: «Oh, regarde les jolies fleurs». Puis après, elle tournait, il y avait une cariatide sur un immeuble. Elle disait: «Oh, regarde la jolie statue, la jolie dame». Après, c'est: «Oh, regarde dans le ciel la ligne que fait le nuage». C'est rien, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'elle attirait l'enfant vers le beau. Mais c'est ça, développer l'intelligence. Mais oui, c'est ça, plutôt qu'être avec ses écouteurs et rien dire à son enfant, c'est ça. Donc bravo Madame la nounou. Bravo Madame la nounou. Alors on va voir aussi les clés, effectivement, je le disais tout à l'heure, avec les conseils pratiques, les exercices, les bienfaits de ce développement de l'intelligence spirituelle. Alors c'est drôle parce que on a fait une émission ici, l'intelligence spirituelle au travail, avec un film, un documentaire qui a été très très bien réalisé par Valérie Seguin, avec des chefs d'entreprise qui décident de mettre une dimension spirituelle au sein de leur entreprise pour le bien-être de leurs salariés. Ça, ce sont les adultes. Vous parlez des enfants. Est-ce que, et vous faites d'ailleurs le distinguo entre les tout petits et les ados, avec le questionnement des qui revient, oh mon Dieu, qui revient, et je suis en plein dedans, comment vous dire. Et les tout petits, à partir de, en fait, vous venez de donner la réponse, 18 mois, on peut déjà susciter cette dimension de l'intelligence spirituelle chez un enfant. Oui, c'est sûr que c'est plus facile à partir du moment où il peut comprendre ce qu'on dit, où il dialogue, parce qu'avant, il a un mode de pensée différent. Mais d'ailleurs, dans la mythologie, on considère que le bébé qui naît, c'est déjà tout, de manière un peu intuitive. Et c'est vrai que l'enfant, le tout bébé, on va parler des bébés, il ne raisonne pas comme nous, c'est quelque chose qui va se développer. Il ne différencie pas ses émotions comme nous, c'est quelque chose qui va se développer. Mais il a une lecture du monde quand même très, très particulière et il fonctionne à l'intuition. Il ne fonctionne pas encore au raisonnement. Et l'intuition, ça fait partie de l'intelligence spirituelle et c'est quelque chose qu'on néglige, qu'on méprise. Or, l'intuition est à la base de toutes les découvertes, le fameux Eureka, c'est-à-dire l'intuition, c'est une espèce de concentré de réflexion dont on n'a pas conscience. Mais parfois, l'intuition apparaît parce qu'on a beaucoup étudié, on a beaucoup appris, beaucoup communiqué. Mais l'intuition, c'est quelque chose de très important qu'on connaît mal. Il y aurait des zones dans le cerveau qui nourrissent l'intuition et c'est important d'être à l'écoute de cette intuition parce qu'elle nous aide à avancer, même dans la science. Et donc le bébé, lui, serait d'abord intuitif. Après, il développe le logico-mathématique, mais il ne faut pas oublier la dimension intuitive. Elle est très importante, encore une fois, même dans la réussite scolaire. Et les ados, pourquoi c'est important les ados? Parce que moi, les ados que je reçois en consultation pour des problèmes, des idéations suicidaires, des conduites à risque, des questionnements sur leur identité sexuelle qui sont très courantes aujourd'hui, des bons élèves qui se mettent à plus travailler. Mais tout ça, c'est des histoires d'intelligence spirituelle. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Vers quoi je vais? Et une fois qu'on les aide et que c'est plus clair le but de leur vie, pourquoi ils sont là, ce qui est important pour eux, ce qui ne l'est pas, qui ils sont, qui ils veulent être, ce à quoi ils peuvent renoncer, une fois qu'il y a des réponses à ces choses-là, mais ils repartent.
ils repartent et ils suivent leur destin et ils se remettent à bosser parce qu'ils savent pourquoi ils bossent à l'école, ils savent à peu près qui ils veulent être, qui ils sont, et ils acceptent leurs limites. Parce qu'aujourd'hui, les ados, ils, ils ont l'impression qu'ils peuvent être tout, garçons, filles, qu'ils peuvent être tout puissants, avoir un corps parfait comme sur Instagram. Ça leur paraît trop. Et il faut qu'ils apprennent à accepter qui ils sont avec leurs limites. Mais leur intelligence spirituelle, elle est infinie. Et l'infini, on parle d'immanence, hein, c'est-à-dire que tout est en eux. Et une fois qu'ils ont compris ça, pouf, ils se reposent, ils acceptent qui ils sont, et ils acceptent que l'autre soit différent d'eux. La grande majorité des adolescents qui vous consultent repartent comme ça, Oui, en étant soulagés? ben, si j'y arrive, oui. Oui. Heureusement, souvent j'y arrive, le plus souvent. Juste un mot, pardon, sur Oui, cette identité sexuelle. Je oui. voudrais juste ouvrir une Mhm. parenthèse là-dessus qui est très très d'actualité Oui. ces derniers mois, dernières années. Est-ce que ça existait déjà avant et c'était peu médiatisé, ou est-ce que c'est le fait que ce soit extrêmement médiatisé aujourd'hui qui fait qu'on met le phare sur cette Mhm. tendance-là, si je puis dire, Alors ça ce existait avant, ressenti-là? mais c'était beaucoup plus rare. Mais en fait, c'était lié à quoi? C'est-à-dire qu'on voyait au Moyen Âge, au XVIIe, au XVIIIe, beaucoup de femmes qui se déguisaient en hommes pour pouvoir être soldats. Et mais d'ailleurs, on les condamnait pas parce qu'on considérait que c'était normal qu'une femme imparfaite ait envie d'être parfaite comme un homme. Mais la motivation, finalement, c'était de pouvoir faire des choses qui étaient interdites aux femmes. Donc elles n'avaient pas d'autre choix que de se modeler en hommes pour pouvoir faire la guerre, parce que c'était des femmes combatives. Donc c'était ça la motivation. Les hommes qui voulaient être femmes, à l'époque, c'était beaucoup plus rare parce que ce n'était pas du tout avantageux d'être femme. Par contre, les hommes qui voulaient être femmes, pour l'être, elles étaient vraiment, vraiment motivées. C'était important. Mais c'était rare, donc ça existait, le besoin d'être vraiment d'une autre identité. Mais c'était quelque chose de rare. Aujourd'hui, on voit des adolescents qui imaginent, avec la chirurgie, pouvoir être tout. Et quand ils ont un problème, ils pensent que le problème va être réglé en étant d'une autre identité. Malheureusement, c'est un leurre. On trouve des trucs simples. Et là, on n'est pas dans la spiritualité, mais dans le matérialiste. Je change mon corps, clac, je change mon corps et tout va aller mieux. Mais il s'avère que certains, on leur répond oui, on les opère. Et maintenant, on a des jeunes adultes qui veulent redevenir de l'autre corps parce qu'en devenant adultes, ils ont compris que la réponse à tous leurs questionnements, ce n'était pas juste changer de corps. Tout ça, c'est des leurres matérialistes. C'est la même chose que la société de consommation. Changer de corps comme on change de vêtements. Encore une fois, il y en a un pour mille où c'est vraiment une réalité depuis tout petit, il se sent de l'autre sexe, c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est vraiment une minorité. Donc il ne s'agit pas de répondre dans l'urgence, il s'agit de parler avec eux, de différer le projet et d'échanger avec eux sur l'origine de leur mal-être et qu'est-ce qu'ils veulent être réellement. Moi, je vois même des ados qui veulent être filles simplement parce que c'est des garçons qui aiment les garçons et qui pensent que pour aimer les garçons, il faut être fille, ou parce que c'est des garçons qui ont une sensibilité ou des centres d'intérêt dits féminins, et que du coup, pour avoir le droit de les faire, il faut être fille. Quand ils comprennent qu'ils peuvent être gars, aimer des gars et s'intéresser à des choses dites féminines, ça apaise, il n'y a plus besoin d'intervenir sur le corps. Encore une fois, l'intelligence spirituelle, c'est de ne pas s'axer sur le corps, que la réponse est ailleurs. Et ça évite d'être dans le consumérisme, ça évite d'être dans la chirurgie esthétique à tout crin, ça soulage. Dans votre livre, j'ai scanné ce document que je trouve très intéressant sur cette fameuse ère de la spiritualité dans le cerveau. Je ne savais pas. Alors ça, c'est la réponse à votre première question, est-ce qu'on peut être médecin et spirituel? Comme on est médecin, pour être pris au sérieux, il faut un peu de neurologie. Il faut des bases. Il faut des bases neurologiques. Exactement. Donc oui, ça tombe bien. On a trouvé une, c'est que cette zone, quand elle est altérée, modifiée, par exemple par une tumeur ou par une intervention chirurgicale, eh ben, ça modifie le rapport, par exemple, à la transcendance. C'est des gens qui vont être beaucoup plus en liaison avec les autres, qui vont sentir les autres, qui vont développer une espèce de médiumnité, qui vont percevoir les choses qu'ils ne voient pas, le monde de l'invisible, le monde des esprits. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, ça apparaît localisé. Et à l'inverse, quand il y a une atteinte au niveau du lobe frontal, c'est tout l'inverse. C'est des gens qui peuvent plus, qui perdent toute spiritualité. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que cette zone, cette jonction temporopariétale, elle est, parce que maintenant on fait, vous savez, des appareils, on voit les zones qui sont en action,
en action, c'est les IRM fonctionnels, les zones qui sont en action quand on fait quelque chose. Et bien, quand les gens prient intensément ou méditent intensément, Absolument. et ben, cette zone, entre guillemets, s'allume. Donc c'est intéressant de voir que c'est... Et on a vu à quel point la méditation avait des bienfaits Oui, en plus. Oui, sur, il y a sur- des... sur- sur la santé, sur Oui. les télomères, etc., etc. Oui, je parle pas de la méditation qui évidemment s'inscrit dans l'intelligence spirituelle parce que je connais votre émission et je sais que vous avez beaucoup parlé de la méditation, expliqué ce que c'était, même la méditation pour les enfants, mais ça fait évidemment partie de l'intelligence spirituelle. Alors, développer l'intelligence spirituelle chez nos enfants, c'est en fait essayer de trouver une certaine sagesse. Oui. C'est ça, Ouais. le résumé? Oui, mais pas l'enfant sage qui se Oui, tait, qui qui dit sait- rien, qui est dans fait son rien, coin et et qui qui fait est rien. complètement On est bien inhibé. d'accord, ouais, bien sûr. Non, la sagesse, c'est... Alors c'est rare parce que moi, je suis médecin, il y a une salle d'attente, il y a les enfants qui attendent. Et c'est très rare les enfants qui réussissent à attendre sans leurs jeux vidéo, qui arrivent à être là, calmes. Ils attendent. Heureusement, ils attendent peu, je ne suis pas souvent en retard. Mais ils attendent, ils prennent un bouquin, ils discutent posément. Pourquoi pas, ils bougent, mais sans être mal. C'est-à-dire être bien là où on est, dans le moment où on est. Euh, et donc, c'est là qu'on voit que l'enfant a une intelligence spirituelle développée, c'est qu'il peut être bien avec lui-même, dans ses pensées, dans son imaginaire. Mais ça, c'est un sacré luxe. Avant sa vie d'adulte, à tout moment de sa petite enfance, son adolescence, on peut mettre en place, en tout du moins essayer de travailler et de développer cette intelligence spirituelle chez l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard. Ah, il n'est jamais trop tard, mais même chez l'adulte, c'est évidemment Évidemment. plus dur. Moi, c'est pour ça que je fais de la pédopsie, parce que c'est plus facile. Il y a moins de couches. Mais oui, à tout âge, on le développe. Alors comment? Vous avez parlé de la méditation, vous avez parlé de la relaxation, en l'amenant dans la nature, en lui donnant du temps libre, mais pas du temps libre pour regarder des jeux vidéo. C'est pas toxique les jeux vidéo, mais ça développe rien du tout. Donc c'est un peu du temps perdu. On parlera des écrans hein, quand même. Je Des voudrais avoir écrans, votre avis oui. parce qu'on a fait une émission avec un médecin d'ailleurs, une consoeur à vous qui s'appelle le docteur Annelise Ducanda qui a fait 3 millions de vues d'ailleurs sur l'impact des écrans chez nos enfants. Le jeu aussi, c'est Ah, important. le jeu, oui. On ne pense pas assez à jouer avec nos enfants. Mais de toute façon, on ne se donne pas assez de temps avec vrai. eux, malheureusement, on n'en a pas toujours. Mais dès qu'on en a, c'est bien de lui faire ranger sa chambre, mais c'est bien de jouer tout simplement avec lui, calmement, à des jeux avec les petits, par exemple, au coucou caché, au roi du silence. Tous ces jeux-là, ça permet de prendre du temps, ça permet d'être aussi dans l'introspection, dans l'écoute de soi. Et ça participe au bon équilibre de l'enfant. Puis après, pour les plus grands, évidemment, les jeux à règles. Hein. Parce que la morale, ça fait partie de l'intelligence spirituelle. Et on méprise trop la morale parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est. Mais la morale, c'est quelque chose d'important. Il y a la morale collective, hein, qui permet à chacun de respecter l'autre et d'être bien. La morale, c'est a priori ce qui nous permet d'être bien. Mais que l'enfant puisse aussi développer sa morale individuelle. L'intelligence intrapersonnelle, revenir à ce travail d'introspection qui est fait individuellement chez l'enfant, en tout cas notamment avec le journal intime. Oui. Alors ça, je pensais que c'était un truc qui était un peu dépassé, mais non, Oui. c'est important. C'est important parce que ça permet à l'ado de se poser et de mettre en mots ses ressentis. Donc, comme c'est pas censé être lire, il n'est pas coincé par les règles d'orthographe. Et ça lui permet d'avoir un recul sur lui-même, donc de se dédoubler et du coup de s'apaiser. C'est-à-dire qu'il sort l'encre, si c'est un stylo, ou l'encre de l'ordinateur, s'il imprime ce qu'il écrit par un ordinateur. C'est toujours mieux que se lacérer, parce qu'une grande maladie aujourd'hui, c'est quand même les lacérations pour se soulager. Hein. On fait couler du sang, on sent mieux écrire. Ils écrivent malheureusement de moins en moins, mais les inviter à le faire, ça a l'air tout bête, hein, mais c'est super efficace par exemple. Et ça permet d'apprendre à se connaître. Donc oui, interpersonnel, c'est comprendre comment on fonctionne. Et c'est important parce que ça permet de faire moins de bêtises, d'être moins impulsif, d'agir moins à l'emporte-pièce, et puis de savoir exactement ce qu'on veut, et de ne pas perdre du temps avec des choses qui ne nous sont pas utiles. Et après, ça nous permet d'essayer de comprendre comment l'autre fonctionne. Et ça favorise, bon, évidemment, les relations, ça favorise les relations amoureuses, mais même les relations au travail. Vous faisiez allusion à l'intelligence spirituelle au travail parce que ça permet le leadership. Mais c'est ça permet le leadership parce que ça permet de bien savoir comment les autres fonctionnent. Bon, en tout cas, à l'heure où on est plutôt sur les tablettes, les écrans et autres, c'est vrai qu'offrir un journal intime pour reprendre la plume, le stylo et puis écrire, c'est pas toujours bien perçu ou bien accueilli hein, chez les ados. Ah mais quand ils y goûtent, après, ils sont contents. Mais il faut qu'ils aient le temps de le faire. Autre notion, Stéphane Clerget, dont vous parlez dans votre livre, le silence.
Mm. il faut s'autoriser à ce qu'il y ait des phases de silence dans cet apprentissage de l'intelligence spirituelle chez nos enfants. Ah, chez nous aussi, on ne supporte plus le silence. C'est vrai. On a peur, ça nous angoisse parce que ça nous met vraiment face à nous-mêmes et à nos pensées. Donc, on allume la télé en rentrant, on met de la musique, c'est bien la musique, mais et on a effectivement besoin de bruit. Et c'est effectivement important. Pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment d'être, bon, de penser, d'être à l'écoute de soi, mais de percevoir aussi des bruits subtils. Ça nous permet d'être plus attentifs à ce qu'on perçoit avec nos sens, mais aussi avec ce qu'on perçoit avec notre sensibilité et avec notre spiritualité. Donc le silence, le bruit malheureusement nous parasite trop. Donc oui, c'est important de ne pas avoir peur du silence. Ça demande un effort au début, hein. Et puis le silence de la nature qui n'en est pas vraiment un, parce que quand la nature parle, hein, on le sait bien, que ce soit les bruits d'oiseaux, le vent dans les feuilles. Donc aller dans la nature, aller en forêt, ça permet d'être à l'écoute de ces bruits-là. Donc vraiment, amenez vos gamins en forêt, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, ils vont râler parce qu'ils veulent évidemment jamais sortir de la maison. C'est normal, aucun enfant de 8 ans veut sortir de la maison aujourd'hui, ils sont casaniers. Donc là, on les force, on est obligé, on les force. Bon, ils râlent. Et une fois qu'ils y sont, ils sont super contents. Ils sont super contents, ils font plein de trucs, ils découvrent, ils observent. C'est le meilleur moyen de développer l'intelligence spirituelle. Et nous aussi, ça nous fait du bien. Donc ouais, vive le pique-nique en forêt. Vive le pique-nique en forêt, quel que soit le temps. Oui. Bon. Les écrans. Je voudrais quand même, en tant que médecin pédopsychiatre qui plus est, avec tous ceux et celles que vous recevez dans votre cabinet, entre autres, et vous devez être évidemment confronté à ce problème. D'abord, est-ce que c'est un problème? Mais moi, il y a 20 ans, j'avais écrit Il n'en Dieu que pour elle, où j'alarmais les parents sur l'usage excessif de la télévision à l'époque. Il n'y avait pas encore trop d'ordinateurs. Et les gens nous regardaient comme ça parce qu'ils ne comprenaient pas en quoi ça pouvait être dangereux. Et finalement, pour les parents, aujourd'hui, ça paraît évident. On ne met plus trop de télé. Le problème, c'est qu'ils ont remplacé par les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, ce n'est pas tellement le contenu qui est problématique, même s'il y a évidemment des jeux qui ne sont pas de leur âge. C'est amusant, on développe un peu de stratégie, ça peut être intéressant en soi. C'est du divertissement, mais c'est un divertissement extrêmement pauvre. C'est-à-dire qu'il ne développe rien chez l'enfant. Donc malheureusement, c'est une perte de temps. Donc il ne faut pas diaboliser les écrans. C'est évident que si on ne sait pas comment on a 3, 4 enfants, on est débordé, ça permet d'avoir la paix. Mais il faut être lucide par rapport à ça, c'est pour avoir la paix. Et puis ce qui est génial avec les écrans, c'est qu'on peut les supprimer. Donc c'est une super carotte. Moi, je ne suis pas contre les punitions, mais il ne faut pas que les punitions empêchent le développement de l'enfant. Donc supprimer les écrans, ça ne porte pas du tout préjudice. Et c'est super efficace, c'est-à-dire que tu pourras regarder tes écrans si tu as fait ce que tu dois faire et ce qui est plus utile pour son développement. Mais ça peut être aussi faire ses devoirs, aller faire du sport, aller jouer dehors, jouer avec ses Playmobil ou ses Lego. Donc les écrans, on doit les utiliser comme ça, mais c'est vrai que tout le temps passé sur les écrans, c'est du temps où l'enfant ne se développe pas. Alors nous, les adultes, c'est pas gênant, on est à peu près développés. Les enfants, c'est gênant. Et plus ils sont jeunes, plus c'est gênant parce qu'il y a des développements qui doivent se faire en temps et en heure. Si l'enfant ne développe pas les choses à ce moment-là, après, c'est un peu tard pour les développer. Il y a certains de vos confrères ou consoeurs, je le disais tout à l'heure, qui préconisent des règles extrêmement précises, c'est-à-dire tant de temps le matin, très très peu le soir, jamais à telle heure. Est-ce que vous avez des règles comme ça à préconiser? J'avais dit pour la télé 1 heure par année d'âge avec un maximum de 12 heures par semaine. Donc un enfant de 3 ans, pas plus de 3 heures d'écran dans la semaine et un maximum de 12 heures d'écran dans la semaine. Moi, je pense de manière plus pragmatique, je pense que c'est un temps hebdomadaire. Parce que les parents, en général, ne veulent pas la semaine, mais acceptent plus le week-end. Donc je pense que c'est un peu un temps global, parce que de toute façon, c'est un temps perdu. Donc temps perdu le lundi, temps perdu le mardi, ou temps perdu le week-end. C'est du temps perdu, mais que l'enfant peut réclamer et qu'on peut accorder pour avoir la paix, parce que c'est un divertissement pour lui. Donc, bon, enfin, pas plus d'1 heure par jour et pas plus de 12 heures par semaine, on va dire, d'écran. Mais ça passe vite, hein, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est très peu. Quand on voit le temps que je vois des ados, ils viennent au cabinet, ils ont 40 heures d'écran par semaine. Ah non, mais c'est on absolument incroyable. Boris Cyrulnik, qui était assis à votre place il y a quelques temps de cela, et nous disait on est en train de préparer une génération qui va être catastrophique. Vous êtes d'accord avec ce constat? Moi, je suis plus optimiste, donc je me dis, les gens nous écoutent, les adultes, ils n'ont pas du tout envie que leurs enfants soient décérébrés.
J'ai vu avec la télé, ça a marché. Je suis assez confiant. Je crois que les parents vont faire attention et donc on va avoir des enfants qui non, feront un peu d'écran, feront du sport, liront des livres, Ouais. écriront de la poésie, joueront entre eux, se bagarreront. Pour en revenir évidemment à l'intelligence spirituelle, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir voilà, un cheminement entre les écrans et l'intelligence spirituelle? Est-ce que c'est compatible? Ah, j'ai pas trop réfléchi à ça. A priori, je dirais pas tellement, parce que quand on est dans un écran, on est quand même très happé par l'image. Et donc, on ne peut pas vraiment développer ni sur l'intelligence émotionnelle, ni tellement logico-matique, ni, je crois, spirituelle. Même avec toutes les applications d'accompagnement, on parlait de méditation tout à l'heure, il y en a à foison, à droite Ah, à gauche. peut-être, Est-ce que oui, ça peut... ah oui, sur le plan éducatif, quand ça nous, ah oui, vu comme ça, j'étais moi sur les jeux vidéo, mais oui, avec les applications, c'est intéressant, bien sûr, et même sur les écrans, on peut lire, donc il y a des lectures tout à fait nourrissantes, oui, Hmm. oui, là, oui, d'accord, bien Là-dessus, sûr, on se rejoint. oui, oui, les On est d'accord. applications, Alors, oui, oui. et ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est notamment dans le chapitre 2 de votre ouvrage, je rappelle, hein, l'intelligence spirituelle de votre enfant aux éditions Le Duc, comment révéler tout cela et développer surtout, c'est les bienfaits. Les bienfaits d'un développement spirituel chez l'enfant. La liste est super longue. Mm. Apprendre à mieux se connaître, à mieux s'accepter, à visiter l'intérieur de soi pour et vers plus de sérénité, ça c'est important. Atténuation de la colère, de la convoitise et de la violence. Juste sur ça déjà, atténuation de la colère, de la convoitise et de la violence. J'ai l'impression quand même qu'on est dans un monde particulièrement violent, Ouais. rude, et notamment au travers des réseaux sociaux. L'intelligence spirituelle peut apaiser tout ça. Oui, c'est un travail individuel qui fait que le bien-être ne va plus forcément être dans le matériel. Donc on est bien avec soi, on est bien dans la nature, on est bien avec un bouquin, on est bien avec quelqu'un qu'on aime. Donc on n'a pas besoin forcément de posséder. Donc celui qui possède plus, on ne va pas l'envier. On ne va pas convoiter les biens qu'il a. Donc on est un peu au-dessus de ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de plaisir, notamment avec des beaux meubles, puisqu'on aime la beauté. Mais on n'est plus uniquement dans la possession matérielle. Donc ça relaxe. On supporte qu'il y a des gens plus riches. Et les gens plus riches, très riches, qui ont une intelligence spirituelle, eh bien, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir toujours plus, parce que moi j'ai vu des patients millionnaires, mais qui étaient angoissés par la ruine, ce qui paraît fou, mais c'est vrai, parce que c'est jamais assez, on ne sait jamais les limites quand on est dans le matérialisme. Et qui, du coup, les gens riches qui ont une intelligence spirituelle, eh ben, ils vont utiliser leur argent dans des buts bénéfiques à l'humanité ou à la nature. C'est ça aussi. Donc oui, on est plus serein, mais du coup, ça nous rend la vie plus agréable. Parce que c'est très subjectif, la vie. C'est-à-dire, je suis heureux, je suis malheureux, c'est très subjectif. Hmm. Et l'intelligence spirituelle, c'est ce qui permet justement, en toute subjectivité, d'être bien avec ce qu'on a, d'être content de ce qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vouloir plus, mais pas forcément plus de matériel. Et en tout cas, ce qu'on peut vouloir plus, ça peut être des biens, encore une fois, pas forcément matériels. Ça va être des... Parce que l'intelligence spirituelle, c'est aussi la curiosité. On a envie d'aller de l'avant. On ne reste pas forcément sur son fauteuil. On a de l'avant, on est curieux, on veut découvrir d'autres poèmes, d'autres livres, d'autres pays, d'autres gens. C'est quelque chose quand même de dynamique. Hein, qui c'est pas ouais, je me contente de ce que j'ai, basta. Non, ça me permet d'aller au-delà des choses. Par contre, dans les bénéfices, on parle beaucoup de drogue en ce moment en raison de l'actualité. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, chez les adolescents, permet d'éviter. C'est un problème majeur de santé publique, la drogue aujourd'hui. Les adolescents cherchent dans la drogue des ressentis et cherchent un peu à quitter le monde. Et l'intelligence spirituelle, c'est ce qui permet justement d'être bien dans le monde, d'accepter qu'il y ait des horreurs dans le monde parce qu'on y voit la joie, on y voit le positif. Et donc, ils ont moins besoin d'aller dans la drogue. Et surtout, c'est des ados qui ont du mal à ressentir du plaisir autre que physique, mais du plaisir intérieur, ils ont du mal. Et l'intelligence spirituelle, ça peut permettre d'accéder à une forme d'extase, d'enthousiasme, d'émerveillement, sans aller jusqu'à l'extase mystique, mais ça existe aussi. Et du coup, c'est des gens, ils arrivent à avoir des jouissances seuls, sans produit. C'est rare. Mais c'est génial d'avoir des jouissances sans produit. Surtout que quand on prend des stupéfiants au début, c'est top, et puis après, c'est jamais assez. Et l'effet, de toute façon, ne marche pas. Quand vous parlez des drogues et des stupéfiants, des adolescents et des adultes, évidemment, mais là aussi, c'est la question que je me pose. Est-ce que ces chiffres dont on parle sur l'impact des ados et des très jeunes adultes,
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est encore une fois un coup de projecteur parce que médiatiquement, c'est au travers des réseaux sociaux et de l'actualité beaucoup plus mis en exergue comme ça? Est-ce que il y a autant d'ados impactés par justement ces drogues? Moi, je vois 70 patients par semaine. Je peux vous dire que le nombre d'adolescents qui consomment des drogues ne cesse de croître. Et c'est vrai qu'autrefois, il y a 15 ans, 20 ans, c'était du cannabis. Maintenant, des adolescents de 15 ans prennent de la cocaïne, du GHB, du khat, du crack. Non, il y a un accès, mais parce que les prix ont baissé, parce que les marchands de mort sont là, poussent. Alors, c'est encore plus fort dans les milieux favorisés que dans les milieux Ah, défavorisés, il faut parce qu'ils acheter, vont hein. là où il y a de l'argent. Non, non, là, c'est un vrai problème de santé publique et je trouve qu'on n'en parle justement pas assez. Il n'y a pas de campagne. Il y a des campagnes contre le tabac et l'alcool, ça a marché en termes de consommation chez les jeunes. Moi, il y a eu une période, il y a 20 ans, il y avait un peu des campagnes sur la drogue. C'est fini, il n'y a pas du tout de campagne. Enfin, moi, je trouve qu'on ne prend pas la mesure du danger, une espèce de banalisation. Et non, c'est vraiment dramatique, hein. Qu'est-ce que ça reflète de notre société? Mais d'abord que les ados sont un peu livrés à eux-mêmes. On a l'impression qu'on est tout le temps sur leur dos et finalement, pas tant que ça. On les confie aux écrans. Ça montre que les ados manquent d'objectifs, de sens de la vie, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, l'ouverture, la difficulté d'être avec l'autre, d'être bien avec l'autre. Ils n'arrivent plus à être bien ensemble parce qu'ils font plus tellement d'activités ensemble. Ils sont tellement isolés. Vous parliez des écrans, ils sont tellement isolés avec eux-mêmes. Donc la drogue leur permet d'être bien ensemble, mais en fait, ils partagent rien. Donc ça traduit beaucoup oui, évidemment, du mal-être chez les ados. Après, la drogue, c'est aussi une réalité. Il n'y a pas besoin d'être en mal-être. Il suffit des fois qu'on en prenne. On ressent du plaisir. Après, il y a une dépendance qui vite s'instaure parce que c'est l'âge de la dépendance. À l'adolescent, on quitte la dépendance à ses parents, donc on est très ouvert à d'autres dépendances. Alors, on peut dépendre du sport, de la littérature, des gens, en amour, etc. Malheureusement, un produit, c'est plus facile à contrôler. On l'achète, on l'a, il ne va pas nous quitter. Et donc, la tentation est grande de plutôt dépendre d'un produit que d'une personne, de la littérature, du sport. Et c'est ça la problématique. Alors vous verrez dans le chapitre 2 hein, de cet ouvrage très intéressant de l'intelligence spirituelle de votre enfant, les bienfaits pour développer justement et travailler cette intelligence spirituelle. Il y a vraiment beaucoup de choses, de l'acquisition de la compassion, de la douceur, de la modestie, le pardon, de la maîtrise de soi, de la détermination, résilience, tolérance. Bah, tout ça sont des choses qu'on rêverait de voir ancrées hein, dans l'intelligence de notre enfant systématiquement. Mais je me posais la question, quand vous recevez dans votre cabinet des adolescents ou des jeunes enfants qui n'ont jamais entendu parler d'intelligence spirituelle, quelle est votre première approche? Quels sont les premiers mots que vous leur dites? Alors, je leur parle jamais du terme intelligence spirituelle, Évidemment. mais je leur demande simplement, quand c'est des adolescents, ce qu'ils veulent être. Alors, en général, ils sortent un métier, évidemment. Hmm. Donc, on essaie d'aller un peu au-delà de ça. Et puis aussi qui ils sont. Qui ils sont. Et ils ont beaucoup de mal à se définir. C'est incroyable, hein. Pourtant, ils ont le vocabulaire. Les enfants, ils ont du mal à se définir. Donc, eux, ils se définissent par ce qu'ils aiment. On leur demande leur caractère, ils ne savent pas. Ils disent qu'ils aiment le foot. Euh, et les adolescents qui ont plus de vocabulaire, ils ont du mal à dire qui ils sont. Mais c'est ça aussi l'intelligence spirituelle. C'est d'abord savoir qui on est. Donc, c'est bien sûr ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils ressentent, leurs émotions dominantes, ça c'est l'intelligence émotionnelle, mais comment ils perçoivent le monde, comment ils se perçoivent, comment ils voudraient être, comment ils imaginent la vie après la mort, ou comment ils imaginent la mort tout simplement, comment ils imaginent leurs origines. Des questions simplement métaphysiques, ça me permet effectivement de percevoir déjà leur niveau d'intelligence spirituelle. Ces questions-là sont des questions que tout parent peut poser à son enfant quand il est dans cette démarche d'intelligence Oui, spirituelle. rares sont les parents qui osent les C'est poser. pour ça que je vous pose la question. Ouais, mais c'est vrai que les parents, malheureusement, ils sont un peu mal à l'aise pour accrocher leur ado. Et du coup, ils les abordent sur les questions du scolaire. Tu as fait tes devoirs, t'as fait... Et on n'est que dans le conflit. Le conflit, en fait, pourquoi on est en conflit avec son ado? C'est qu'on ne trouve pas d'autre moyen de communiquer avec lui. Donc on s'accroche dans le conflit et ça devient un mode de communication, malheureusement, qui a ses limites. Mais on a le droit de poser des questions comme ça
un peu sur le sens de la vie, mais sans porter de jugement. On est trop, en tant que parent, à juger ce qu'il dit. C'est-à-dire, dès qu'il dit quelque chose, on fait un commentaire. C'est bien, c'est mal. Oui, mais ça va te poser des problèmes. Ouais, mais si tu fais ça, tu n'arriveras pas à gagner ta vie. Non, non, on discute sans jugement. Et c'est ça le secret d'un échange nourri et réussi avec son ado. Et d'un démarrage vers l'intelligence spirituelle. Il y a une notion également qui est très intéressante quand on sait qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de familles soit recomposées, donc ça veut dire de divorce préalablement. Et vous dites, l'intelligence spirituelle permet aussi à un enfant qui est en manque de l'un de ses parents de s'imaginer être en connexion avec lui. C'est beau ça. Oui, c'est important de permettre à l'enfant, ça part par l'imaginaire, il se représente son parent. C'est communication avec la personne absente, parce qu'on est séparé ou parce que la personne est morte. Bien sûr. Mais il faut évidemment parler des morts avec un enfant et dire, parce que l'enfant qui a perdu son parent, il est un peu bloqué dans l'âge du parent à l'époque. Il faut que le mort, quand il est important pour l'enfant, et un parent c'est fondamental, grandisse avec l'enfant. Aujourd'hui, comment tu penses qu'il serait? Qu'est-ce qu'à ton avis, il dirait? Alors l'enfant, c'est pas toujours, il peut le développer ça. Mais nous, en tant que parents, on peut l'aider. Bah, écoute, moi, qui l'ai bien connu, je pense qu'aujourd'hui, il dirait ça, il verrait ça, il penserait ça, il aimerait ça. Faut le rendre vivant. Et du coup, ça compense vraiment la perte, hein, et les conséquences délétères de l'absence d'un parent. Et c'est vrai d'apprendre à l'enfant à communiquer au-delà de lui-même avec les gens absents. Ça fait un peu mystique, mais pas mystique de communiquer en pensée avec les absents. C'est une compétence qu'on a. Moi, je vois, j'ai perdu ma mère, je rêve d'elle toutes les nuits. Elle vient toutes les nuits. C'est ce que vous dites d'ailleurs, je crois, à mes parents pour les remercier de me visiter si souvent en rêve. Eh ben ouais, c'est génial, ça me permet de supporter leur absence. Alors, les premières fois au matin, c'était dur. Je dis, ah, c'est un rêve. Et puis après, je me dis, bah, le rêve, c'est une autre forme de vie. Donc, c'est vrai que c'est quand même toutes les nuits, c'est beaucoup. Et vous notez? Non, je m'en souviens et je raconte. Mais d'ailleurs, les rêves, c'est bien de demander à ses enfants ce qu'ils ont rêvé. Ça leur apprend déjà un peu l'introspection, à être à l'écoute un peu d'une partie de nous-mêmes qu'on ne maîtrise pas bien. J'étais confronté à une situation il y a quelques semaines de cela suite à un décès et des parents qui avaient une petite fille de 8 ans et qui avaient dans leur famille une personne, l'oncle notamment de cette petite fille, décédée. Et ils se sont posé la question de savoir si, un, ils devaient lui dire, deux, si elle devait assister à l'enterrement, et trois, si il était bon d'en parler. Ils ont pris l'option de ne pas lui en parler, de ne pas la faire assister à l'enterrement, etc. Est-ce que c'est une bonne option? Après, chacun ses choix. Je ne suis pas directeur éducatif. Il y a plusieurs façons d'élever son enfant. Après, ils en parleront peut-être plus tard quand l'enfant questionnera. En tout cas, ça peut lui être proposé, l'enterrement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est le problème, c'est que si on ne dit pas les choses, l'enfant va imaginer des choses parfois bien pires. Eh oui. Et peut imaginer, enfin moi je vois beaucoup d'enfants, parce qu'autrefois, effectivement, on ne disait pas toujours. Et je vois des gens, des adultes qui ont perdu leurs parents vers 7 ans, 8 ans, et on leur a rien dit. Et du coup, eux, ils n'ont pas cru en fait qu'il était mort. Et du coup, ils s'attendaient à ce que le mort revienne à tout moment. Et ça fait qu'on est un peu angoissé. Et c'est ce qui fait aussi qu'on croit aux fantômes, hein. Je vois le fantôme sur votre t-shirt. C'est un Ghostbuster. Mais c'est ça aussi, il va arriver un moment ou un autre, hein. Donc oui, l'intérêt de l'enterrement, c'est que l'enfant voit qu'il se passe des choses après. Et c'est vrai que les rituels apaisent les angoisses, donnent un peu un cadre à l'inexplicable. Donc c'est plutôt recommandé. En tout cas, pendant des siècles, on amenait les enfants, en tout cas dans la religion catholique, aux enterrements, veiller les morts. Ça leur permettait de... Après, on ne va pas forcer l'enfant à embrasser le mort. S'il n'a vraiment pas envie d'aller à l'enterrement, il ne vient pas. Mais on lui explique ce qui va se passer, même s'il ne vient pas. Et donc, on met le corps, on explique ce que le corps devient. Mais vous savez, après la mort, ce qui est intéressant, c'est que l'enfant, même s'il n'est pas croyant, comprenne que le corps continue d'exister, qu'il se décompose, qu'il devient de la poussière. Tout ça, c'est écrit dans des très vieux livres, même dans la Bible. Donc, qu'il y a quelque chose qui continue, on ne disparaît pas comme ça. Que le matériel reste du matériel, mais sous une autre forme. Et que l'énergie qui est dans le corps,
Ben, elle reste dans l'univers. Parce que de toute façon, scientifiquement, dans l'univers, il y a quoi? De la matière et de l'énergie. Et nous, on est fait de matière et d'énergie. Donc quand on meurt, la matière ne disparaît pas, l'énergie ne disparaît pas. Donc ça, c'est pas mystique, c'est du réel. C'est quelque chose qui peut être dit à l'enfant. C'est pas non plus mentir à l'enfant que de lui dire quand on est dans la terre, les plantes se nourrissent de la terre, donc se nourrissent de nos atomes, donc on devient des plantes, que les animaux mangent les plantes, donc on est un peu dans l'animal. Ça, c'est pas mystique, c'est scientifique. Comme quand on dit à un enfant quand il mange du poulet et qu'il n'a pas envie de manger du poulet parce que, il est triste, le pauvre poulet, on lui dit bah, en tout cas, le poulet, il devient toi. Donc il disparaît pas complètement, il devient une partie de tes muscles. Donc ça, c'est des discours, je sais pas, discours qu'il faut absolument dire. En tout cas, moi, c'est des discours que je peux tenir à mes enfants, mais qui sont en tout cas le mérite de les apaiser. C'est joliment dit. Chez les tout petits, vous parlez aussi dans le livre de l'appel à la joie. Mm. Je trouve que ça, c'est une notion qu'on perd un peu parce qu'on est souvent pris dans nos tourbillons de vie, etc. Et vous dites ceci, la joie naît de la création naît de l'intuition, vous en parliez en début d'émission, donc l'éveil de la joie passe par le déploiement de l'intuition. Mm. Oui, tout est lié. Tout Oui. est dit et tout est lié. Ouais. C'est vrai que quand on est joyeux, on va créer. Les parents pensent qu'il faut être absolument sérieux et pas rigoler, mais l'humour, c'est vraiment une intelligence, une partie de l'intelligence spirituelle très, très importante. Qu'est-ce que ça détend? De toute façon, le monde est quand même terrible. Il y a des choses terribles. Donc, on est obligé d'utiliser des outils qu'on a, nous, pour supporter les choses terribles de la vie. Et l'humour en est un. Ça nous permet aussi de prendre du recul. Ça nous permet d'être dans l'instant. Ça nous permet de créer. Ça nous permet d'être bien ensemble. En plus, au niveau, puisque vous voulez du biologique, ça permet de sécréter de la sérotonine, donc du bien-être. Donc oui, faut rigoler. Il faut rigoler avec son enfant, il faut rigoler entre nous. C'est très, très important. Pour l'équilibre, c'est important. Et on parlait tout à l'heure de la religion. Et la différence, et puis même pour les gens religieux, oui, on dit que le rire, c'est déjà le début d'une prière. Et que la différence entre des croyants et des fanatiques, eh ben, c'est que les fanatiques, ils n'ont pas d'humour. Et justement, la prière, vous en parlez dans le livre, apprendre à prier, Mm. c'est ce que vous dites. Mm. Ça ne veut pas dire réciter. Non, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Apprendre à prier, c'est bah, déjà choisir un lieu, avoir éventuellement des représentants de son ou de ces dieux, et s'accorder un temps où on essaie d'être en communication avec son ou ses dieux par la pensée. Donc l'intelligence spirituelle, comme toutes les intelligences, elle se développe en la pratiquant. Donc c'est en pratiquant qu'on apprendra à prier. Donc c'est un temps où on pense à son ou à ses dieux, où on lui dit ce qu'on a sur le cœur, où on se confie, et où aussi on peut être à l'écoute. C'est-à-dire qu'on est là à écouter qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent, à communiquer finalement avec l'invisible. Donc bah, en tout cas, c'est pour les, évidemment, il vaut mieux être croyant, sinon c'est compliqué, Mm. encore que. Euh, c'est très apaisant aussi, c'est même sur le plan thérapeutique. Encore une fois, il ne s'agit pas tout doit être utilisé pour quelque chose, mais c'est vrai que comme je suis médecin, j'insiste là-dessus, sur le plan thérapeutique, c'est un bon outil aussi la prière, même si ça ne va pas être un outil en soi, on le fait parce qu'on en a envie. Mais ça peut être très, très, très apaisant. Oui. Vous parlez de l'invisible. Hein. Oui. L'invisible, en tant que médecin, d'abord, je trouve que c'est courageux de parler d'invisible pour un médecin. Quel est voilà, vos ressentis sur l'invisible en tant que médecin, justement? C'est-à-dire, est-ce que vous croyez à l'après? Est-ce que vous avez voilà, une ouverture d'esprit qui vous permet justement de penser que bah, c'est pas parce qu'on n'est plus là physiquement, matériellement, que tout s'arrête? Alors moi, je ne crois pas en Dieu. Je le dis parce qu'en tant que psychiatre, c'est important que les patients, parce que la croyance religieuse peut influer, je pense, notre pratique. Donc moi, je ne crois pas en Dieu. C'est clair. C'est comme ça. J'ai essayé, je vous le dis, j'ai vraiment essayé. J'ai pas réussi, donc j'ai pas la foi. Mais j'ai foi en l'humain, j'ai foi dans la nature, j'ai foi dans l'univers. Et donc, évidemment, moi, l'après, j'ai été angoissé par la mort enfant comme tout le monde, et je ne le suis plus. Je suis angoissé de laisser des jeunes enfants, évidemment, tout seuls, parce qu'ils ne sont pas encore assez grands pour se protéger. Mais personnellement, ça m'angoisse plus du tout, parce que j'ai vraiment l'impression que les choses ne disparaissent pas, même si on ne les voit plus. Et donc, je crois que mes atomes là, s'ils sont ensemble, c'est qu'ils s'entendent bien.
Et je crois aux atomes crochus, si j'ose dire. Et je me dis que ces atomes, ils vont se débrouiller pour se remettre ensemble sous une autre forme ou pas, et qu'ils vont se retrouver, que les atomes crochus que j'ai avec les gens vont faire qu'on va se retrouver évidemment sous d'autres formes. Avant d'exister, ma matière, là, qui est là, elle était ailleurs, l'énergie qui est en moi était ailleurs, donc elle va aller ailleurs, et je pense que si tout ça est ensemble, ça va se regrouper. J'ai cette foi-là, on va dire. Et quant à l'invisible, même sur le plan scientifique, on sait maintenant scientifiquement que dans l'univers, il y a de la matière noire qu'on ne voit pas, mais on sait qu'elle est là. On a pu mesurer sa masse et on sait maintenant qu'il y a de l'énergie noire. C'est une énergie qu'on n'arrive pas à capter, mais on sait qu'elle est là. Donc, pour le coup, moi je trouve que dans l'astrophysique, ça se marie très bien avec la spiritualité. Donc, quand je mourrai, je vais rester dans l'univers et je vis l'univers comme un contenant dont je suis partie prenante. Et de savoir ça, ça me rassure. Lorsque vous parlez des rêves de vos parents, qu'ils vous visitent au travers de vos rêves, est-ce que vous prenez ça voilà, comme légèreté ou est-ce que vous vous dites que c'est véritablement une visite de vos parents au travers du rêve? J'ai envie de croire que c'est une visite de mes parents. Je prends ça comme quand on raconte une histoire à un enfant de 5 ans. On lui raconte une fiction, et lui, à partir de cette fiction, il va jouer. Et quand l'enfant joue à un personnage, même à être Spider-Man, il est vraiment dedans. Et donc moi, c'est pareil. C'est-à-dire quand je pense à mes parents après le rêve, je me dis, j'étais dedans, c'est du spirituel réel. Je sais pas comment dire autrement, mais oui, ouais, non, j'y crois comme un enfant quand il joue, croit. Je suis dans mon monde à ce moment-là avec eux, mais j'ai pas envie de forcément. Là, je le dis là, Oui, oui. mais en fait, c'est un truc avec moi, quoi. Très personnel, oui, bien Oui, sûr, bien sûr, bien sûr. ça me va comme ça. Est-ce que l'éducation, vous a inculqué vos parents, est-ce qu'il était question d'intelligence spirituelle? Pas du tout. Mes parents étaient très athées, mais pas du tout anti-religieux. Ils n'étaient pas là-dedans. Et mes grands-parents non plus. Mais ils étaient ouverts. Ils étaient, c'est vrai, ouverts à l'invisible. Ils acceptaient l'idée qu'il y avait des choses qui nous dépassaient, et qui étaient au-dessus de nous. C'était pas forcément dans l'idée d'aller à la rencontre de ces esprits ou autres, mais ils ont l'idée qu'il y a des choses. Mais sur l'intelligence spirituelle proprement dite, elle a fait partie de votre éducation? Vous avez grandi avec cette notion d'ouverture d'esprit et de tout ce que vous préconisez dans le livre? Mais pas consciemment. C'est-à-dire que dans les fêtes, c'était là. C'est-à-dire que dans les fêtes, j'avais du temps pour jouer, j'avais pas d'écran. Sortir en Quand je forêt. faisais... Oui, voilà, mes parents m'amenaient en forêt, ils m'amenaient au musée, mais je regardais ce que je voulais. Ils me disaient pas absolument que tu regardes ça, ils n'étaient pas du tout pédagogues, mais ils m'amenaient au musée, et du coup, je voyais des belles choses. C'est intéressant la beauté dans les musées, parce qu'en fait, évidemment, le tableau, c'est un truc concret, mais en fait, la beauté du tableau, ça ne peut pas se mesurer. On donne des prix, des choses comme ça au tableau, mais la beauté, c'est intéressant parce que c'est du spirituel et c'est du concret à la fois. Et donc, elle s'est développée comme ça. Et puis, oui, ma mère s'intéressait à mes rêves, elle les écoutait, elle essayait de les interpréter, mais... Donc oui, je pense que oui, il y a eu une éducation spirituelle sans que le mot soit dit et sans qu'il y ait de religion du tout. Comme quoi, c'est pas forcément la religion spirituelle. Alors, est-ce que les pédopsychiatres sont les mieux placés, justement, avec l'éducation de leurs enfants? Vous qui préconisez ça, est-ce que vous arrivez à mettre ça en place? Ah oui, ça je le mets en place, oui. C'est fondamental pour moi, oui. Oui, oui. Oui, vraiment, je le mets en place. Prenez le temps de jouer avec quotidien. eux, prenez le temps ouais. d'aller vous balader, prenez Ah le temps ouais. d'avoir des temps de parole, Ah des ouais, choses ouais. comme ça. Et de questionner sur les Et rêves. de questionner sur les rêves. Et de Ouais. parler de la mort. Et c'est quoi la mort? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Bon, moi, je crois que c'est ça. Oui, je parle de moi sans forcément dire que c'est une vérité. C'est-à-dire, voilà moi ce que je crois, voilà moi ce que je Ouais, pense, et ouais. toi. Ne pas juger. Oui, alors ça, bien sûr, il faut juger quand il fait des conneries, on juge, mais en tout cas, dans ces échanges-là, je ne juge pas. En tout cas, c'est vraiment, c'est très intéressant parce que je pense que c'est au travers d'ouvrages comme ça que l'on peut changer beaucoup de choses sur nos enfants, sur la vision de la vie en règle générale. Et c'est vrai que quand on parle justement de tout ça, de la confiance en soi, de la compassion, quand on parle d'assumer, vous dites assumer les conséquences de ses paroles et de ses actes. Ça aussi, c'est une notion qui est assez rare aujourd'hui, hein, qui est pas... Oui, parce qu'on est moins du coup impulsif. Et du oui. coup, on contrôle mieux ce qu'on dit, parce qu'on a plus de recul. Et puis, on est plus tolérant aussi avec soi-même.
Juste un petit mot pour terminer. Page 97, quand vous parlez de la manière dont on peut accroître son mieux-être, parce que je crois que quand on parle des ados ou des enfants, le mal-être, il est quand même assez présent et il est palpable dans l'éducation et on le voit. Et vous dites, attention, les activités dites spirituelles qui sont aujourd'hui proposées comme des prêts à consommer peuvent être qualifiées de matérialisme spirituel. Il ne s'agit pas, pour développer l'intelligence spirituelle de son enfant, d'imposer un nouveau programme qui s'ajoute, on le disait tout à l'heure, au truc scolaire. Donc il ne s'agit pas, en ayant regardé cette émission, de se dire, bon alors à partir de maintenant, on va mettre en place telle règle et on va faire ça. Non, on est bien d'accord. Oui, non, non. Non, c'est au quotidien, dans le plaisir surtout, Ouais. faire ça de manière agréable, spontanée. Aux éditions Le Duc, l'intelligence spirituelle de votre enfant, comment la révéler et la développer avec le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Quand est-ce qu'on vous revoit à la télé? Sur les jupons de l'histoire, notamment sur Chéri 25. Parce que Sur comme Chéri j'ai 25. diplôme d'histoire de la médecine, je participe à cette émission qui est consacrée aux femmes dans l'histoire. Et je parle de la médecine, de la sexologie, de la psychologie de ces femmes. Et on voit que finalement, il y a un continuum encore entre les femmes, autrefois, avaient des problématiques équivalentes à celles d'aujourd'hui, et étaient amoureuses, avaient des problèmes psychologiques aussi, se questionnaient sur la vie, sur la mort. C'est passionnant. Merci beaucoup Stéphane Clerget. Merci Merci. infiniment. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous commentez, évidemment. Je sais que ça va susciter beaucoup de réactions. Vous partagez, bien entendu. Merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission sur ABC. Salut.